Voici trois systèmes, le système S1, le système S2 et le système S3. Alors, je vais poser la question, qu'est-ce qui réunit ces trois systèmes? Et je vais discuter principalement de ce qui réunit ces trois systèmes. Et notamment, en plus, je vais discuter du système du milieu. Donc, qu'est-ce qui réunit? Ma question est de savoir qu'est-ce qui réunit les trois systèmes et de discuter de ce système-là, S2. Donc, je vais faire une réunion globale des trois systèmes. De quoi ont-ils, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et, et de discuter du système S3. S2, je m'excuse, S2. Alors, le tout, c'est de rechercher qu'est-ce que ces trois systèmes ont en commun. En tout cas, si on regarde bien S2 et S3, ils ont tous les deux un bac qui a l'air de contenir quelque chose. Un bac qui a l'air de contenir quelque chose. Une substance. Une matière. Une matière avec un contenant. Ça veut dire qu'on a un liquide là. Probablement un liquide parce qu'on a un bac ouvert. Généralement, ce qu'on met dans des réservoirs des bacs, ce sont des liquides. Donc, à proprement parler, on pourrait avoir un liquide dans le bac S2, S3. C'est déjà ça. Donc, on a l'apparition d'un liquide dans les bacs S2, S3. Bon, mais de toute façon, on n'a pas forcément un liquide dans S1. On pourrait en avoir un. Mais bon, on n'en a pas. Alors, si on observe encore un peu mieux, dans le système S2, S3, on a l'apparition d'électrodes. Là, il y a une électrode qui est positive, et je dirais même avec une plaque. On a une plaque. On a une électrode positive avec une plaque. Voilà l'électrode qui est reliée à la plaque. Et puis, on a une autre électrode au niveau négatif. Pareil, on a une seconde électrode avec une plaque. Donc, celui du milieu est constitué de deux électrodes et deux plaques. Il n'en est pas ainsi pour le système de gauche, de droite, qui est le système S3. Le système S3, lui, de quoi est-il composé? Ben, d'accord, on a une substance dans un bac, tout comme S2, mais on n'a que deux électrodes. Une électrode que voici, une électrode positive et une électrode négative. Bon, si on met des électrodes, c'est pas pour rien. C'est pour récupérer des charges électriques, des électrons, un nombre d'électrons. Ce nombre d'électrons, ben, il passe dans le conducteur. Hein. Bon, les électrons passent dans les conducteurs. Les électrons passent dans les conducteurs. Bon, si l'isolant, il ne passera pas. Par exemple, si je mets des électrons, si je mets un voltmètre, d'abord ici, supposons que je mesure une différence de potentiel. Je mets un voltmètre, je mesure une différence de potentiel. Si je mesure une différence de potentiel et que je mets une charge résistive, par exemple, une ampoule, bien on va avoir l'apparition d'un courant. Les charges, le courant va aller du plus vers le moins. Le courant, je parle du courant. Parce que les électrons, eux, ils vont aller du moins vers le plus. Il y aura un nombre d'électrons qui va passer. Un nombre d'électrons. Par contre, ici, le nombre d'électrons, ici, bon, il va aller vers, il va migrer du plus vers le moins. Ici, convention récepteur, générateur, je m'excuse, moins vers le plus. Mais les électrons vont dans le sens inverse. Donc,
le courant va du plus vers le moins pour le générateur, là. Pour le récepteur, il va aller voilà, dans le sens inverse. Donc ça veut dire quoi? On a un système qui est réversible. On a deux systèmes, là, ce sont deux systèmes réversibles. On a une réversibilité, tout va revenir à l'envers. Ça, j'expliquerai correctement comment ça se passe l'un par rapport à l'autre et la réversibilité. J'expliquerai tout ça, comment on va devenir le courant. Mais le but de cette vidéo n'est pas là, n'est pas d'étudier la réversibilité des deux systèmes. C'est de dire qu'est-ce qu'on en a en présence. Eh bien, ce qu'on en a en présence, il y a un point commun qui réunit les trois systèmes, c'est que le système S1 possède une source de tension. Il possède une source de tension que voici. Je vais vous l'encadrer. Ça, c'est la source de tension. Celui-ci possède une source de tension que voici. Et là, la source de tension, ben, c'est ceci. Il ne faut pas confondre le tout. On a trois sources de tension. Alors, je reviens au système S3. Je vous parlais d'ampoule. Il y a un courant qui va passer. Pour le système S3. Mais j'aurais pu mettre un condensateur. Et là, le courant ne passe peu. Mais il y a circulation d'électrons. Les électrons, il y a un nombre d'électrons qui va circuler. Alors, comment, par quel effet, je vous montrerai par après. Comment ils vont passer, je vous le montrerai par après. Alors, je vous ai dit que le point commun, je le répète, c'est que là, on a un générateur de tension, peu importe ce que c'est, hein, si c'est une pile ou un générateur basse tension, on s'en fout. Il est constitué d'un générateur G1. Celui-ci est constitué d'un générateur G2. Et le générateur G2, ben, il est là. Voilà le générateur G2. C'est une pile ou une batterie extérieure ou ce que vous voulez, hein, un générateur de tension extérieure. Et le troisième système, le générateur G3, ben c'est la pile elle-même. C'est ceci, sans le condensateur. Donc vous avez compris qu'il y en a un, c'est de toute façon, les points communs entre les trois, c'est qu'on aura des charges. Donc on aura un nombre d'électrons qui va passer ici. On a à chaque fois un générateur avec un nombre d'électrons qui va circuler. Alors, même dans le condensateur, il va circuler, mais je vous montrerai comment il va circuler. C'est un effet de circulation spécial. C'est un effet de circulation spécial sur le condensateur C. Je vais vous montrer après comment ça va circuler. Mais en tous les cas, on a à chaque fois un générateur des électrons. Bon, ce qui veut dire que on aura à chaque fois des électrons qui vont circuler. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Bon, générateur G3, je vais le déplacer pour faire un peu de place. Pour vous dire qu'il est là, le générateur G3, c'est ça. Alors je vais m'intéresser au système du milieu, voilà, je retire la flèche, je vais m'intéresser à ce système S2. Mais avant toute chose, je vais réunir les trois pour vous dire que qu'est-ce qui est contient dans le bac. Ben, en fait, pour que ça puisse conduire, il faut une solution conductrice. Et cette solution conductrice s'appelle une solution électrolytique. Et une solution est composée d'un soluté, d'un solvant. Et c'est vrai pour le bac de droit, S2, du système S2, c'est vrai pour le système. Généralement, le solvant, c'est de l'eau. Hein. Voilà. Ce sera vrai pour les systèmes S2 et S3. Bon, maintenant, si le générateur G1 est constitué d'une pile, vous aurez une pile électrochimique, vous aurez un soluté plus un solvant.
aussi, si la pile que vous voyez est un système chimique. Voilà, transformation chimique en électricité, à ce moment-là, on aura un soluté plus un solvant. Mais si vous prenez notre un générateur basse fréquence, par exemple, à ce moment-là, vous n'aurez pas de soluté ni de solvant. Vous aurez des composants électroniques qui composent bien sûr de la matière, qui composent le générateur, mais on n'aura pas un système comme ceci, composé de solutés et solvants. Et ces solutés et solvants, qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont créer, si vous voulez, des ions. Ils vont créer des ions. Donc, dans la solution, on va avoir des ions qui sont très peu mobiles par rapport aux électrons, bien sûr. Hein. Vous aurez compris qu'ils sont très peu mobiles. Donc, soluté plus solvant va créer des ions dans la solution. Donc, la solution électrolytique, c'est une solution qui contient un électrolyte qui est conducteur et qui est bon, un mélange soluté de solvant et qui va fournir, si vous voulez, des ions. Et les ions seront des anions et des cations, des ions positifs et des ions négatifs. Et ça, c'est ce qui va se produire bon, dans la solution, des plus et des moins. On aura des plus et des moins. Et ils vont interagir de façon inverse S2 par rapport à S3. Et ça, je ne vais pas expliquer ça maintenant parce que ça fera partie de l'explication de la réversibilité. Mais en tout cas, si je prends l'électrolyte, ben, les plus vont aller sur le moins. Voilà, les plus vont aller sur le moins. Les ions positifs vont aller s'adosser sur, voilà, sur ce qu'on appelle le pôle positif qui est en fait le pôle positif qui est l'anode pour les électrolyses. Voilà, j'ai lâché le mot électrolyse. L'anode. Donc les positifs vont aller sur l'anode qui est négatif. Vont aller sur l'anode pour créer des électrons. Et on aura une circulation. Dès le moment où on a un conducteur, voilà, un élément conducteur métallique, bien, les électrons vont circuler dans la partie métallique. Donc il y aura un échange électrique entre les ions et les électrons au niveau de l'anode, mais aussi bien sûr au niveau de la cathode, parce qu'au niveau de la cathode, on aura les ions négatifs qui vont aller sur la cathode, et la cathode, c'est voilà, c'est le pôle. Oui, si je crois que je me suis trompé. Il fallait bien que je me trompe. L'anode pour les électrolyses, c'est l'anode pour les électrolyses, c'est le plus. Oui, donc c'est le plus. Donc je me suis trompé. L'anode, c'est le plus pour les électrolyses. Alors que pour les piles, l'anode, c'est le moins. Ne pas confondre les piles et les électrolyses. C'est un phénomène réversible, donc c'est tout le contraire. Hein. Le courant se passe en sens inverse. Tout va être réinversé. Et là, donc, l'anode, c'est le plus, et là, la cathode, c'est le moins. Alors, comme on a un phénomène d'électrolyse, c'est parce que la force électromotrice, là, elle est beaucoup plus grande que la différence de potentiel de la pile, de la solution. Si on a une force électromotrice plus grande que la différence de potentiel de la solution, on a voilà, un phénomène d'électrolyse. Donc, elle va débiter. On a un débit si, de courant si on a bien sûr une force électromotrice du générateur beaucoup plus grande que la différence de potentiel. Voilà, on met en parallèle deux piles, et c'est la pile qui va. On a un générateur et un. Voilà, c'est comme si on avait ceci. Je vais vous montrer en électricité. Vous avez deux piles. Vous avez une pile en parallèle sur une autre. Je vais inventer, hein, je mets 15 volts. Je ne mets pas les résistances internes. Hein. Bon, je suppose que c'est des piles parfaites sans résistance interne. Il y a toujours une résistance interne. Ah, mais ici, je ne la mets pas. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai 15 et 10 volts, vous aurez compris que le 15 va débuter sur le 10 volts. Donc, là, ici, il devient, hein, on aura une force contre-électromotrice. Alors que là, on a une force électromotrice. Le 15 va débuter
le générateur G1 va débuter sur G2, parce qu'il a une plus grande force électromotrice. Mais c'est ce qui se passe ici. Donc on a une petite pile qui est constituée d'une électrolyse, ouais, une petite pile qui est constituée d'une solution électrolytique, mais comme vous venez mettre un générateur dessus de plus fort potentiel, ben, le générateur de plus fort potentiel va débuter sur cette pile. Donc on va avoir le phénomène d'électrolyse. Bon. Et donc la partie gauche est une pile, le S3 est une pile, ça c'est une pile, et ça c'est un phénomène d'électrolyse. L'électrolyse S2 est une électrolyse. Et je vais m'intéresser à cette électrolyse. Bon. Mais avant toute chose, je vais dire quand même de quoi est constitué le S1. Le S1, on a le plus à la masse. On peut mettre le plus à la masse. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Donc l'électrolyse, c'est S2. C'est ceci. C'est ce que je vais étudier. L'électrolyse. Alors maintenant, pour expliquer le condensateur là-bas, tout d'abord S1, qu'est-ce que c'était? En fait, c'est tout simplement des charges qui circulent. On a affaire à, si vous voulez, un conducteur qui est chargé. C'est un conducteur chargé. Un conducteur qui est chargé. On a chargé un conducteur de charge. Hein, un conducteur chargé. Voilà, comme ça, je vous l'ai dit. Et donc, qui dit conducteur chargé, dit charge. Et dit charge Q. La charge en électricité, c'est Q. Donc là, on a une charge Q. Mais on aura une charge Q aussi ici. Voilà, on aura une charge Q aussi ici. Dans les trois, on aura des charges. Voilà, des charges Q qui vont circuler. Et donc, j'expliquerai ce que c'est que ce Q, cette charge Q. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer le phénomène qui va se passer au niveau du condensateur. Alors, S1 est un conducteur. S3 est une pile constituée bien sûr d'un solvant, d'un solutaire, d'un solvant. C'est une pile, il va fournir une force électromotrice par ce qu'on appelle les potentiels d'oxydoréduction. Hein. C'est un système redox. Hein. Système redox. On aura un système de redox. Mais je vous ai mis un condensateur. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On a un conducteur chargé. Alors, quand vous mettez un conducteur chargé comme le système S1, voilà, j'ai un conducteur chargé, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va contenir donc, on va mettre un potentiel et on va charger. Cette charge, bon, va s'exprimer en farad. Bon, je vais rechercher le S1 pour expliquer le S1. Donc on va charger un conducteur. Je prends une page séparée, voilà, pour bien expliquer ça. On va charger un conducteur. C'est un conducteur électrique, hein, tout bonnement. On va le charger. Et donc, il va se comporter en capacité. C'est-à-dire qu'il aura une certaine... Le conducteur, je parle du conducteur, hein, je ne parle pas de condensateur. Hein, ne confondez pas un condensateur d'un conducteur. Conducteur. Donc il va se charger. Donc il a une capacité à se charger. Puisqu'il va contenir des charges, il a une capacité à se charger jusqu'à une certaine quantité de charge. Donc il a ce qu'on a à faire, une capacité qui s'exprime en farad. Voilà. Alors, le farad, c'est la capacité d'un conducteur qui, sous un potentiel de 1 volt, pendant bien sûr une seconde, reçoit 1 watt d'énergie électrique. Donc, un farad, c'est, on a mis 1 volt pendant une seconde.
pendant une seconde. Et à ce moment-là, il reçoit 1 watt d'énergie. Le conducteur va recevoir 1 watt d'énergie électrique. Et c'est ça le farad. Le farad, c'est ça. Bon. Donc c'est la capacité d'un conducteur qui, sous un potentiel de 1 volt, pendant une seconde, reçoit 1 watt d'énergie électrique. Alors le farad, c'est une unité très grande, tout comme la charge. La charge, je vous montrerai qu'elle vaut CU. Hein, ça, il faut aller voir toute l'électrostatique. Hein. Il y a toute l'électrostatique à aller visiter pour savoir d'où vient ce Q est égal CU. C'est la charge d'un conducteur, hein, pas d'un condensateur. Je parle de la charge d'un conducteur. Alors, il faut pour bien comprendre ça, il faut visiter toute l'électrostatique. C'est ce que je ferai, mais dans un premier temps, il faut acquiescer que Q est égal CU. Je ne peux pas démontrer ça ici parce que ça prendrait des pages et des pages pour arriver à l'explication de Q est égal CU. Bon, mais pourquoi c'est une grande unité? Parce que si je prends un conducteur qui ferait tout le globe terrestre, voilà, un conducteur, c'est un conducteur, hein. Voilà, c'est un conducteur qui ferait tout le globe terrestre. À ce moment-là, on verrait qu'il n'y a que, si je mettrais, voilà, je soutire de la charge, bien sûr, je le cherche, mais je cherche tout le globe terrestre, le volume du globe terrestre. Alors, à ce moment-là, on remarquerait que, enfin, on a déjà calculé tout ça, ça a été calculé, on n'aurait que uniquement 700 microfarads. C'est tout petit, hein. Pourtant, c'est immense, c'est un volume immense. C'est infime par rapport au volume. Déjà, les condensateurs, enfin ici je suis dans les conducteurs, je vais discuter des condensateurs par après. Les conducteurs ont, je veux dire, une capacité électrique très infime. Et vous voyez qu'il faut toutes les, comment est-ce qu'on appelle ça, si on avait pris un conducteur qui faisait tout le globe terrestre, on n'aurait que 700 microfarads. C'est moins d'un microfarad. Enfin, c'est moins d'un farad. Hein. 700 micro, c'est 10 exposant moins 6. Hein. Donc on a 700 millionièmes de farad pour toute la Terre. Hein. Voilà, si on a chargé un conducteur qui avait le volume de toute la Terre. C'est 700 microfarads. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment ramener plus de charge que ça? Ben, c'est ce que font les condensateurs. Ils prennent 2 conducteurs à la place de 1. Là, on a un conducteur, ben, on va associer 2 conducteurs. C'est une astuce. C'est les lois de l'électrostatique qui permettent de voir tout ça et de calculer tout ça. Voilà, ça s'étudie, les lois de l'électrostatique. On va mettre deux plaques conductrices. Donc j'ai 2 conducteurs. J'en ai une ici et j'en ai une là. Alors la capacité va dépendre, bien sûr, d'un coefficient que j'appelle K fois S sur E. Alors qu'est-ce que c'est que E? E, c'est l'épaisseur qu'il y a là. Plus elle est petite, cette épaisseur, plus elle est petite et plus on sait la capacité devient grande. Donc un condenseur permet, par sa construction géométrique, de condenser des charges, donc d'augmenter la capacité. Donc c'est pour ça qu'on dit condense. C'est un condenseur de charge. Donc condensateur, condenseur, condensateur, condensateur de charge. C'est un condensateur de charge parce qu'on augmente la capacité par le biais non pas d'un conducteur mais de 2 conducteurs. Et on met la plus petite épaisseur qu'on puisse avoir, c'est-à-dire en mettant des feuilles. Là-dessus, si c'est au papier, on mettra des feuilles en papier. Hein, parce qu'une feuille en papier, généralement, c'est mince. Voilà. Et le papier, c'est isolant. Donc, on va mettre un isolant entre eux.
On va mettre un isolant, bon, c'est tellement fin, voilà. Mais en plus de ça, euh, donc l'isolant, eh bien, il est là. C'est l'epsilon R. Il est exprimé par rapport à epsilon 0. Alors, epsilon 0, c'est la permittivité du vide. C'est une constante qu'il faut utiliser en électrostatique. Et epsilon R, c'est la permittivité de l'isolant. Ça dépend du type d'isolant. Et plus vous allez prendre un isolant avec voilà, une constante diélectrique élevée, ben la capacité va s'élever. Donc on peut jouer sur plusieurs paramètres. L'isolant et l'épaisseur. Maintenant, il y a aussi, on peut jouer sur le conducteur. Le conducteur, ben, on va jouer sur la surface du conducteur. Et là, vous voyez qu'on a créé un condensateur et on a augmenté la capacité alors qu'elle était très petite pour un conducteur, ben, en mettant deux conducteurs voilà, l'un à côté de l'autre. Et on a un condensateur cylindrique voilà, à plan parallèle. Bon, ben ça, c'est pas une question voilà, c'est une question de construction, mais c'est pour vous dire qu'on sait augmenter la capacité en mettant deux conducteurs et un isolant de manière très fine, très fin entre les deux conducteurs. Et on rapproche tout ceci pour avoir une grande capacité. Et voilà l'astuce pour avoir une grande capacité. Bon, maintenant, pour expliquer le condensateur ici, voilà, maintenant on a créé un condensateur. Et là, on a des charges. Alors, comment vont circuler les charges pour le condensateur dans ce système-là? Eh bien, il faut voir la chose comme ceci. On va partir donc les électrons vont partir de l'électrode négatif. Donc les électrons vont circuler à partir de l'électrode négatif. Donc les électrons circulent uniquement sur la partie conductrice, hein, parce que là on a un échange redox avec l'électrolyte et les électrodes. On a un échange redox. On a des ions bien sûr, et on a transformation d'ions en électrons. Et là les électrons peuvent circuler dans la partie conductrice. Mais le moins, les électrons négatifs vont aller s'arrêter ici, parce que je vous ai dit qu'il y a un isolant entre les deux. Donc, les moins vont s'accumuler sur la partie là, vont s'accumuler ici, parce que j'ai mis le moins là, tous les moins vont s'accumuler. Mais là, on a du plus, voilà, qui vont s'accumuler sur l'autre partie. Donc il y en a un qui est chargé négativement et l'autre chargé positivement. Et les moins, par la force, on a une force électrostatique ici, on a un champ électrostatique avec une force électrostatique, va repousser les électrons du plus et va permettre aux électrons de recirculer ici. Donc on a comme l'espèce d'un courant. On aura comme l'espèce d'un courant. On aura des électrons là, des électrons là-bas. Donc on a comme si on avait un courant. En fait, c'est parce que c'est les moins qui sont ici vont créer un champ électrique qui vont repousser. Bien sûr, les moins sont attirés par les plus, hein, mais ils vont extraire les électrons du plus. Les électrons du plus vont être extraits et vont recirculer. Mais sinon, le moins attire le plus. Hein. Le moins attire le plus. Bon, si vous mettez en électrostatique, tout ça c'est électrostatique. Hein. Si je fais ceci, je mets voilà, deux boules. Ben, si je veux dire comment les deux sphères ne s'attirent pas, c'est que les deux sphères sont électriquement neutres. Voilà. Maintenant, dès le moment où il y a une répulsion, ça veut dire quoi? Mais là, il y a des forces électrostatiques, hein, voilà, de Coulomb, dit de Coulomb. Ces forces-là, qui sont égales à Q est égal à F, elle va dépendre bien sûr de la distance. C'est proportionnel aux charges Q' sur R carré. Et là, les charges sont répulsives. Pourquoi? Parce que c'est voilà, les sphères sont chargées de charges d'électricité de même nature. Soit elles sont toutes les deux plus, soit elles sont toutes les deux moins. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si elles s'attirent, c'est qu'il y en a une qui est plus, l'autre qui est moins. Laquelle qui est plus, laquelle qui est moins, ben, il y en a une qui est plus et l'autre qui est moins. Soit celle-là elle est plus, celle-là elle est moins, ou alors c'est celle-là qui est moins et celle-là qui est plus. Donc ce sont des forces électrostatiques qui vont
Voilà, donc en fait, on a bien, si vous mettez du moins dans le condensateur, hein, vous mettez du moins, là vous mettez du plus, mais on a une force, comme c'est fort fin ici, on a une force électrostatique entre les deux. Et, voilà, on a une attraction qui fait que les électrons vont être repoussés par là. Alors, les électrons, bien sûr, venant dans ce sens-là, eh bien, on revoit circuler des électrons de l'autre côté en arrachant du plus des électrons. Et donc, on a la circulation d'électrons. Alors, je peux vous dire quelque chose directement, c'est que le phénomène ne va pas se faire indéfiniment. Pourquoi? Parce que dans les condensateurs, enfin, il ne va pas se faire instantanément. Ça, c'est déjà une chose. Dans un condensateur, donc, l'accumulation de l'énergie électrostatique se fait d'une façon telle que ça va dépendre, bien sûr, d'un phénomène qui n'est pas instantané. Pourquoi? Parce que si je prends la puissance, elle vaut variation d'énergie sur delta t. Alors si delta t tend vers 0, bien sûr, je suppose que dw est différent de 0. Eh bien, le P va tendre vers l'infini. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que tout d'abord, de 1, la variation d'énergie delta W ne peut pas se faire instantanément. C'est-à-dire en un temps nul, hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Parce que si c'était possible, ça voudrait dire que ça demanderait une puissance telle, infinie, mais ça, c'est pas possible. Ça demanderait, pour avoir un temps nul, il faudrait une puissance infinie. Donc, la variation ne se fait pas comme ceci. Ne se fait pas instantanément. Elle va se faire progressivement. Elle va monter progressivement. Voilà. D'autre part, on sait bien que l'énergie électrostatique est proportionnelle au carré de la tension. C'est bien qu'on a Q est égal à CU carré sur 2. Voilà. Et vous devez vous attendre à ce que la tension aux bornes du condensateur évolue de manière progressive dans le temps, effectivement, parce qu'on a une loi exponentielle. La tension va évoluer de manière exponentielle. Donc, il y a tout qui concourt à dire qu'on n'aura jamais, je veux dire, voilà, on n'aura jamais quelque chose d'abrupt, mais quelque chose de progressif. Voilà, donc l'échange de charge ici va se faire de manière progressive. Elle va se faire de manière progressive et j'étudierai le circuit RC, comment ça se fait au niveau de la charge et de la décharge des condensateurs. Mais sachez que en décharge, le condensateur est comme une pile, hein, il est fournisseur d'énergie électrique. Et en charge, c'est comme une électrolyse. Hein. Donc en fait ici, qu'est-ce qui se passe? Dans le premier cas de figure ici, je charge la solution. L'électrolyse va charger la solution. Voilà. En fait, c'est une charge. Et la décharge, ça va être la pile. Donc je peux faire un système de charge-décharge. Donc à gauche, c'est une charge, électrolyse, et à droite, c'est une décharge. S2 est une charge sur un électrolyte, et le S3 est une décharge. Donc une pile peut fonctionner en charge et décharge, et un condensateur peut fonctionner en charge et décharge. Donc qu'est-ce qui concourt au point commun de tout ça? C'est la charge électrique. Alors qu'est-ce que c'est que la charge électrique? Il y a deux types de lois. Pour ça, il faut que je puisse ouvrir un document. Il y a deux types de lois. Il y en a une qui ressort de l'électrostatique. Il faut l'étudier tout complètement. Bon, il faut étudier les lois de Gauss, etc. Et ça, je verrai en temps voulu. Il faut voir voilà, les champs coulombiens qui se relient avec les champs de Gauss, etc., tout le tralali, tralala. Mais je ferai tout ça à un moment donné. Je passerai par là pour vous montrer que ça, c'est la loi électrostatique. Q est égal CU. Voilà. Alors, ça dépend du type de condensateur. Voilà. Vous verrez, il y a différents types de condensateurs et comment on peut faire établir les lois des condensateurs à l'aide de la loi Q est égal à CU. Mais il y a une autre loi,
Ça, c'est la loi électrodynamique. Q est égal à I fois T. Il y en a un, il fait intervenir le courant, et l'autre, il fait intervenir la tension. Donc j'ai une loi provenant de l'électrostatique, et j'ai une loi provenant de l'électrodynamique. Loi électrodynamique. Et on manipule les deux, bien sûr, pour retrouver, pour mettre dans des équations certaines choses. Soit vous avez besoin de la tension, ou soit vous avez besoin du courant. Ça dépend. Ça dépend. Si vous connaissez la loi de la tension, vous pouvez trouver la loi du courant. Si vous connaissez comment, comment, je vais vous dire comment tout de suite. Eh bien, tout ça, ce sont des lois de variation. Hein. En fait, c'est plutôt dq est égal à I delta T. Voilà, ici, la courant constant, mais les dq, c'est une variation, si vous voulez, qui est une variation absolue. C'est-à-dire un écart x2 moins x1. Voilà, donc dq, ce sera q2 moins q1. Delta T, ce sera t2 moins t1. À ne pas confondre avec delta x sur x, qui est une variation relative et qui dépend 5%. Ça veut dire quoi? C'est 5% par rapport à une valeur initiale. 5%, si on vous dit qu'un pull coûte 5%, c'est 5% de combien? Combien fait le pull? Un pull qui coûte 10 euros n'est pas un pull qui coûte 500 euros. Voilà, par exemple. Et 5% de 5 euros n'est pas 5% de 500 euros. Donc attention, c'est relatif. C'est pour ça qu'on dit que là, c'est une variation relative. Delta x sur x, c'est une variation relative. Mais ici, on a affaire à des relations absolues, donc des écarts. Mais maintenant, si vous mettez l'écart, vous faites tendre l'écart vers l'infini, enfin, vous faites tendre l'écart vers 0, vous aurez, voilà, la différentielle en un point. dq est égal à, vous aurez i dt, c'est la loi de, voilà, dq par rapport au courant, mais vous aurez une loi par rapport à la tension qui est dq. Si le condensateur a une capacité constante, on aura dq est égal à cdu. Et vous voyez que vous avez des différentiels qui apparaissent. Des différentiels apparaissent aussi, peut apparaître des intégrales. Donc on passera de l'un à l'autre par des phénomènes d'intégration, dérivation, intégration. Et ça, je vous montrerai. Voilà. Et grâce à ça, le condensateur permettra de faire des fonctions, bien sûr, et vous le savez très bien, des fonctions déjà de délai. Des délais, je peux faire des délais, parce que la constante de temps est un délai, tout est égal à RC, donc j'aurai déjà la fonction délai. Tout est égal à RC est un délai. Donc je pourrais faire des délais, donc c'est-à-dire je pourrais créer plusieurs délais. Avec un délai, je vais créer démarrage moteur. Moteur 1. Puis je crée un deuxième délai. Délai 2. Je fais démarrer un deuxième moteur. Délai 3, un troisième moteur. Comme ça, bon, ils démarrent tous avec des délais différents. Ils ne vont pas venir voilà, avoir un pic de tension ou de courant dès le départ de démarrage. Parce que je les démarre avec des délais. Ça, les délais, je peux le faire avec des condensateurs. Avec des circuits RC. Donc en électronique, voilà, vous pouvez avoir des délais. Délai 1, un deuxième délai, un troisième délai et un quatrième délai. J'aurai un délai 1, délai 2, délai 3, délai 4. Ensuite, j'aurai un démarrage moteur 1, démarrage moteur 2, démarrage moteur 3, démarrage moteur 4. Donc, chaque fois, je crée un délai et je démarre un moteur. Puis, je mets un autre délai par rapport au premier. Je démarre un deuxième moteur. Donc, le premier va tourner en premier, le second en second,
Et ça évite les pics voilà, les pics de tension ou de courant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que déjà, on peut créer des délais avec les condensateurs. On peut créer bien sûr des circuits de filtrage. On va créer des circuits de filtrage, des circuits de délai, des circuits avec des condensateurs, bien sûr. Filtrage, ce sera en alternative, on peut faire des filtres, des délais avec des RC, des intégrateurs, parce que je vous ai parlé d'intégral, intégrateur et de différenciateur. Voilà, donc on pourra faire des intégrales, des dérivés, des filtres et des délais. Et ça, c'est de quoi sera composée la fonction électronique. Bien sûr, à une fonction, ça, ce sera une fonction, l'une des fonctions. Voilà. Et cette fonction-là est associée à une autre fonction pour faire autre chose. Donc on associe les fonctions. Parfois on met des intermédiaires pour, voilà, pour avoir des courants, des tensions qui voilà, qui se concordent. Parce que la tension, le courant tension ne doit pas perturber la fonction en aval, ni perturber la fonction en amont. Donc on essaie de mettre des systèmes intermédiaires pour ajuster les courants et la tension bonne. On peut avoir voilà, des systèmes intermédiaires. Hein, pour aller d'une fonction à une autre, on peut mettre un système intermédiaire pour remettre le courant et la tension, voilà, à un bon niveau. Un bon niveau. Voilà, donc en fait, et là-dedans, bon, les fonctions vont venir se greffer, et le condensateur RC joue le rôle, voilà, de plusieurs types de fonctions, filtrage, délai, temporisateur, intégrateur, différenciateur, et ainsi de suite. On peut faire beaucoup de choses avec les circuits RC. Bon, revenons à nos moutons. Voilà, ça c'est le condensateur. Et donc on peut faire avec l'électrostatique, l'équation d'électrostatique, on peut faire, voilà, mélanger les deux, on peut trouver voilà, des équations. Hein. Des équations, notamment l'équation de charge et de décharge grâce à ces deux comment on appelle ça, ces deux équations. Bon, mais en fait, moi je vais voir quand même le système numéro 2. Voilà le système numéro 2. Le système numéro 2, bien sûr, avant toute chose, je vous parlais des charges. La charge, c'est, je viens de vous dire que c'est Q est égal à I fois T. Q est égal à I fois T. Donc là, on a 1 ampère fois 1 seconde, c'est égal à 1 coulomb. C'est l'équation électrodynamique. 1 ampère, bon, et là, 1 ampère, c'est un nombre d'électrons fois la charge de l'électron, c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Bien sûr, en 1 seconde. Alors, si je veux combien de charges, combien d'électrons passent, ça c'est un coulomb. Hein. En 1 seconde, combien d'électrons passent en 1 seconde? Mais je fais 1 coulomb pour 1 seconde divisé par 1,6 fois 10 exposant moins 19. Ça, c'est la charge de l'électron. Hein. Elle est négative, voilà, c'est moins E. L'électron est négatif, c'est la plus petite charge qui puisse exister. Voilà, et la plus petite masse. La plus petite charge et la plus petite masse qui puisse exister. C'est une charge élémentaire. Voilà, alors je vais calculer ceci. 1, si je fais 1 divisé par 1,6
6 fois 10 exposant moins 19. Divisé par 1,6 fois 10 exposant moins 19. 6,25 fois 10 exposant 18. Fait 6,25 fois 10 exposant 18 électrons qui passent. Ça, c'est 1 coulomb. 1 coulomb par seconde. 1 coulomb, non, 1 coulomb par seconde fait 6,25 fois 10 exposant 18 électrons. C'est 1 coulomb par seconde. Alors maintenant, je vais calculer ce qu'est l'ampère-heure. Enfin, oui, l'ampère-heure. L'ampère-heure, 1 ampère-heure, c'est I fois T. I fois T, avec le I qui est 1 ampère, et le temps qui est 1 heure. Or, 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc, 1 ampère-heure, c'est 3600... 1 ampère... Oui, 1 ampère, pardon. 1 ampère pour 1 heure, 3600 secondes, ce qui fait 3600 coulombs. Parce que 1 ampère fois 1 seconde, c'est 1 coulomb. Donc on en met 1 ampère heure, c'est 3600 coulombs. Voilà que vaut 1 ampère heure, c'est 3600 coulombs. Maintenant, je vais regarder ce que c'est que le Faraday. Un Faraday, c'est pour une mole. C'est le nombre, voilà, combien contient de coulombs un Faraday. Un Faraday, c'est en chimie. C'est justement pour les électrolyses que je veux voir en vitesse. C'est un Faraday, c'est donc on a une mole, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 coulombs. Ah, c'est un Faraday. Alors, une mole divisée par un électron. Donc je vais avoir 6, la charge de l'électron. 6,02 fois 10 exposant 23 divisé par 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. .2 fois 10 exposant 23 divisé par 1,6 fois 10 exposant moins 19, en parenthèse. Il y a un petit problème là, je vais recommencer. De toute façon, je fais 23 moins 19. Je vais déjà faire 23 moins 19. C'est 10 exposant 4. Je vais déjà mettre 10 exposant 4. Alors, 6,2 divisé par 1,6. Voilà, 3,875 fois 10 000. Voilà, ça fait 30. Je me trompe quelque part là. 6. Une mole, c'est 6,02. 6,02 fois 10 exposant 23. C'est le nombre d'Avogadro. Alors, 6,02 divisé par 1,6.
c'est pas bon. Enfin, je vais revenir sur ce calcul-là, peut-être que ça me reviendra par après. Le Faraday, mole, c'est bien 6,02. Parce que normalement, c'est 96 000 coulombs, quelque chose comme ça, 97 000. Bon, enfin bref, je vais continuer hein, pour l'électrolyse. Je reviendrai à ce calcul-là parce que je fais une petite erreur. Bon, je peux vous dire c'est quoi l'erreur. Quelque chose qui ne rime pas. Un Faraday, c'est contenu dans une mole, c'est le nombre de charges. 6,02. Ah non, moins. Non, là je me trompe. Hein. Oui, parce que si je fais 23 moins, c'est moins 19. Donc là, j'ai fait une erreur. Une mole, c'est 6. C'est plutôt le contraire que je dois faire. C'est 6,02 fois 10 exposant 23 particules. Donc je dois faire 1. Je vais recommencer. C'est le contraire que je dois faire. Pour savoir le nombre de charges, ben, j'ai dans une mole 6,02 fois 10 exposant 23 particules. Voilà. 1,6 fois 10 exposant moins 19 divisé par 6,02 fois 10 exposant 23 particules. Voilà, ça va être encore pire. Moins 19, moins 23. Oui, en fait, il faut multiplier. Il faut multiplier. Voilà. Il faut multiplier. C'est pas ni diviser l'un par l'autre. C'est pas ça, c'est faut multiplier. Parce que, voilà, on a 6,02 fois 10 exposant 23 particules dans une mole. Bon, je vais mettre charge, particules. C'est le nombre d'Avogadro. Donc si je fais 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs, qui est la charge d'un électron, fois le nombre de particules, 6,02 fois 10 exposant 23. Là, je veux bien obtenir le nombre de... Un Faraday, ça fait combien de coulombs? Bien, ça fait 1,6 fois 6,02 fois 10 exposant 23 moins 19, ça fait 4. 10 exposant 4. Voilà, je trouve 9632. 96 320. 96 320. 98 320. Voilà, un Faraday, c'est 96 320 coulombs. Voilà que vaut un Faraday. Bon. Alors, pour ça, maintenant, je vais voir donc l'électrolyse. Ça va aller vite. Hein. Bon, dans l'électrolyse, donc quand je vais aller chercher le générateur, là, ceci. Quand on applique une différence de potentiel donc, au niveau d'une solution électrolytique ici, je vais le ramener dans une nouvelle page. Voilà. Donc quand on applique donc, entre les deux électrons plongés dans une solution électrolytique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la solution électrolytique? Un soluté plus un solvant. Il y aura un soluté plus solvant. Qu'est-ce qui est de la matière? Mais c'est le soluté solvant.
Qu'est-ce qui est de la matière? Mais ce sont les électrodes. Les électrodes, c'est de la matière. Donc on aura l'interaction de tout ça, avec le solitude, le solvant et les électrodes. Donc quand on met une différence de potentiel via une pile externe ou extérieure, donc entre les deux électrodes plongées dans une solution électrolytique, donc une certaine différence de potentiel entre les bornes plus et moins. Je mets une différence de potentiel, donc je mets une pile, si vous voulez, je mets une pile, une différence de potentiel, ou une tension, une force électromotrice dans la solution. La solution est là. Au travers, bien sûr, de deux électrodes que voici. Eh bien, si on met un galvanomètre, j'intercale un galvanomètre, ben, on va voir que l'établissement d'un courant. Alors, si je mets un galvanomètre dans le circuit, ben, on peut avoir le passage, on mesure et on entrevoit, on aperçoit, on observe, si vous voulez, le passage d'un courant, et ceci, ça va se faire de manière instantanée. Donc on a si vous voulez, on a une décharge de passage des électrons, on a un passage de courant, donc des électrons du générateur. Parce que qui est le générateur? Je vous dis ici, le générateur, c'est lui. Hein. Si vous prenez une force électromotrice plus grande que la différence de potentiel de la solution, parce qu'il y a là il y a un potentiel redox hein, entre l'électrode ici et la solution, et la seconde électrode et la solution, donc on a une différence de potentiel. Donc maintenant il faut que là, bien sûr, pour que ça se passe, comme je vous dis, il faut que la force électromotrice soit plus grande que la différence de potentiel, bien sûr, générée par la solution. Voilà. Et donc, de toute façon, on a un passage de courant dans un sens ou dans un autre, parce qu'il y en a un qui va débuter sur l'autre, ou ça dépend. Qui va débuter sur l'autre? Ben, ça dépend qui est la plus grande force électromotrice. Si le générateur ici a une force électromotrice plus grande que la pile que voici, ben, à ce moment-là, il va débiter, sa force électromotrice va débiter un courant du générateur vers la solution. Mais inversement, si la pile a une plus grande force électromotrice que le générateur plus moins, voilà, de potentiel plus moins supérieur, à ce moment c'est la pile qui va faire force électromotrice, et l'autre et la pile va faire du dessus va faire force contre-électromotrice. Donc je vous dis, il faut faire attention à ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va voir simultanément donc les anions présents dans la solution vont migrer vers les électrodes. Enfin, si je prends les anions, je peux aller dans le détail. Hein. Je vais aller là. Je refais mon bac. Dans mon bac, bien sûr, on va voir donc les deux électrodes. Ça, c'est mon bac. Je vais le faire à la va-vite. Hein. Alors, dans mon bac, j'aurai bien sûr les deux électrodes. Bon, je les mets comme ceci, je les plonge. Voilà. Il y en a une qui est la polarité positive et l'autre la polarité négative. Alors, je rappelle que la polarité positive pour une électrolyse, parce qu'ici, ça va être une électrolyse, c'est l'anode. Et pour la polarité négative, c'est la cathode. Attention que c'est pour une électrolyse, hein. Ici je suis en électrolyse. C'est-à-dire que la source du dessus débute dans l'électrolyte. Voilà, donc on va voir, si je prends par exemple du CuSO4, sulfate de cuivre, eh bien, il va se devenir, bon, en solution aqueuse, du Cu++ plus du SO4-. Non, je m'excuse, ça va être du SO4-. Parce qu'on a H2, si je prends H2SO4, oui, SO4, il est bivalent. SO4-. Non, il faut deux hydrogènes, donc il est monovalent, je dois mettre 2 H+, donc il est SO4-.
Là, le cuivre, il est, on va dire, de valence 2. Donc, ça veut dire que H2 sur 4. Non, il est sur 4 moins, puisqu'il accepte 2 H+. Donc, c'est bien juste. Je racontais des bêtises. Il est sur 4 moins. Donc, s'il apprend un H+, il sera H. Si je fais H+, plus SO4 moins, bien sûr, moins, voilà, il va devenir de H+, il va devenir de H SO4 moins. Voilà. Mais maintenant, si je rajoute un H+, là, j'ai H2 SO4. Et généralement, les réactions se font comme ça, elles se font par partie, elles ne se font pas directement. Donc, le CuSO4, c'est bien du Cu++ et SO4 qui va donner du... le CuSO4 va se décomposer en Cu++ et SO4 à cause de l'eau. Parce que c'est la théorie de Bronchet-Lowry qui dit que bon, toute substance en solution aqueuse bon, se décompose en ions. Donc, on aura du Cu++ et du SO4 moins. Voilà. Alors, le Cu++, il est attiré par le moins, et SO4 moins est attiré par le plus. Voilà. Il y en a un, Cu++ est attiré par la cathode, et SO4 moins est attiré par l'anode. Et c'est comme ça que bon, ils vont venir perdre leurs électrons et des charges vont apparaître. Hein. Donc, si je prends les anions présents dans la solution, elles vont migrer vers, si vous voulez, l'électrode positive qui est l'anode, ils viennent y perdre, si vous voulez, leur charge. Tandis que les cations migrent vers l'électrode négative, cathode, et ils perdent également leur charge. Donc tous les deux, ils perdent leur charge. Et ils perdent, bon, ça devient des électrons. Hein. Quand il dit qu'ils perdent des charges, ça devient des électrons. Hein. Donc, et les électrons circulent, bien sûr, dans un sens donné, par les polarités, bien sûr, dans la partie métallique. Les électrons ne circulent que sur la partie métallique. Parce que les Cu++ sur 4 ne font que faire apparaître des ions. Et ces ions, voilà, le CuSO4 se décompose en ions à très faible mobilité. Par contre, les électrons ont une mobilité de la vitesse de la lumière. Hein. Voilà. Pas confondre les ions, la mobilité des ions et des électrons. Bon, et alors, à côté de ça, il y a d'autres réactions secondaires qui vont apparaître. Il n'y a pas que cette réaction d'oxydoréduction au niveau de l'anode de la cathode. Il y a d'autres réactions qui vont apparaître. C'est des réactions secondaires, puisqu'en fait, on a différentes, je veux dire, substances en présence, et on a une réactivité des substances formées justement aux électrodes. Alors, ces réactions secondaires peuvent réagir avec soit le solvant, puisqu'on a un solvant. On peut avoir des réactions avec l'électrolyte. Donc, on peut avoir des réactions avec le solvant, avec l'électrolyte et avec les électrodes. Et si y a des réactions avec les électrodes, ben, on dirait que l'électrode est attaquable. Elle va se faire attaquer, elle va se faire manger. Et donc, on distingue justement différents types d'électrolytes, ceux qui sont justement attaquables et ceux qui ne sont pas attaquables. Les électrodes qui vont se faire manger, d'autres qui pas. Et la chimie, je dis justement, distingue dans les électrolyses les types voilà, d'électrodes, ceux qui sont attaquables ou pas. Ceux qui ne sont pas attaquables sont appelés donc des électrodes inattaquables. Inattaquables sont des électrodes inattaquables. Donc elles ne vont pas être attaquées, ces électrodes. Il n'y aura pas de réaction avec les électrodes. Elles vont rester intactes. Alors, là, on peut distinguer pour les électrodes inattaquables. Qu'est-ce qui va se passer donc à la cathode? Ce qui va se passer à la cathode,
et ce qui va se passer à l'anode. Alors je rappelle que la cathode c'est négatif, hein, pour les électrolyses, pas pour les piles parce que c'est le contraire. C'est un phénomène réversible, donc voilà. Donc électrode inattaquable, on va avoir du moins à la cathode, et on va avoir du plus, on a le plus à l'anode. Alors, quels sont les types d'électrodes inattaquables? Il y a par exemple le platine et le carbone. Platine, PT, et le carbone, C. Et alors les réactions vont se faire différemment suivant que l'électrode est attaquable ou inattaquable. Alors à la cathode, si on met un acide, ben, vous aurez compris qu'on aura bien sûr une formation d'hydrogène H2 d'office. Hein. Si vous faites réagir des acides, vous aurez formation d'hydrogène. Alors, si je mettais des bases et des sels, bases et sels, alors pour à la cathode, les bases et sels, là, on va voir, si vous voulez, l'apparition du métal qui réagit avec l'eau. Ça prend une certaine couleur. Hein. On aura des couleurs qui vont de réaction, avec des odeurs, bien sûr, avec l'eau. Donc le métal ici réagit avec l'eau. Bon, si on est à l'anode, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça dépend. Si on utilise des acides et des sels, à ce moment on a l'apparition de résidus halogéniques qui éventuellement réagissent avec l'eau, dans des halogènes. Ils peuvent réagir avec l'eau. Des halogènes qui peuvent réagir avec l'eau. Alors si on a des bases à l'anode, c'est typique, hein, c'est quasiment tout le temps comme ça. Hein. Si on a des bases, on a l'apparition d'OH. Voilà. Et donc la présence d'un acide, on peut justement voir si on a un acide. Hein. Vous mettez un acide, si on a la présence d'H2 à la cathode, ben, d'office, vous avez vous avez un acide. Vous avez un acide. C'est une manière de voir qu'on a affaire à une substance acide, voilà, dans substance acide dans la solution, ben, c'est de faire une électrolyse. Hein. Vous faites une électrolyse, il y a dégagement d'H2 à la cathode. Eh bien, c'est que vous avez affaire à la substance est un acide. Donc c'est typique. On peut justement, les électrolyses peuvent servir au niveau industriel pour purifier les métaux, mais ça peut servir aussi à permettre de voir. Bon, quand je dis que purification des métaux par électrolyse, c'est pour contre l'oxydation. Hein. C'est pour les purifier de 1 et en plus de ça, c'est pour ramener parfois, on fait des électrolyses aussi pour ramener des couches contre l'oxydation. Donc des couches contre l'oxydation, mais c'est aussi pour purifier le métal. Donc l'électrolyse, c'est pour utiliser, je veux dire, en, en industrie, pour la purification et pour rajouter des couches antioxydantes à un métal. Donc vous voyez que ça c'est typique. Et ça, faut connaître pour un chimiste. Hein. Un chimiste qui fait des réactions, ben, il doit connaître ça par cœur. Par cœur, par cœur. Bon, celui qui ne maîtrise pas ça en tant que chimiste, ben, c'est qu'il n'a pas fait de chimie. Hein. Voilà. Les électrolyses, c'est fondamental. Hein. En chimie, c'est fondamental. C'est une aide extraordinaire pour voir beaucoup de choses. Hein. On sait faire beaucoup de choses. Je vous dis, c'est pas uniquement pour purifier les métaux, etc. Mais ça permet en chimie de faire une petite électrolyse pour voir si on n'a pas affaire à un acide. Voilà, on fait réagir, on regarde si à l'électrolyse on a de H2. Bien, si on a du H2, ben c'est qu'on a affaire à un acide. Enfin, de l'H2 à la cathode, on a affaire à un acide.
Alors les bases et les sels vont réagir avec l'eau. Et à l'anode, si vous voulez, à l'anode, là, à ce moment-là, les acides et les sels vont donner un halogène qui peut réagir avec de l'eau. Et pour une base, il va donner du OH. Donc pour l'acide, il va donner côté moins de l'hydrogène. Et à l'anode, si on a mis une base, on va avoir du OH. Si on a mis un électrolyte voilà, comme base, ben, on aura de l'anode du OH. Mais si on a mis un acide, on aura... donc ça veut dire que si vous mettez un acide d'un côté, vous aurez de l'hydrogène. Je ne sais pas si vous avez mis le moins à droite. Vous mettez le moins à droite. Mettez le moins vous mettez la cathode à droite et l'anode à gauche. Voilà, vous la percevez comme ceci. Si vous mettez une base, vous aurez de l'OH à gauche. Mais si vous mettez un acide, vous aurez l'hydrogène à droite, l'H2. Bon, vous voyez que purifier, on retire le métal. Hein. Comment on purifie? Vous mettez une base ou un sel, vous en extrayez le métal. Hein. Vous en extrayez le métal. Vous voyez là, base et sel, on extrait le métal, donc on purifie. Hein. On extrait, voilà, vous le nettoyez quelque part, c'est une espèce de nettoyage. Hein. C'est une purification. On purifie, on extrait le métal. Bon, ça c'est pour les électrodes inattaquables qui sont en platine carbone. Donc le carbone ne va pas être attaqué, ni le platine. Alors vous devez deviner que les électrodes attaquables, c'est l'argent et le cuivre. Bon. L'argent va se faire attaquer, et le cuivre pareil. Hein, je vais mettre les électrodes attaquables. Et les électrodes attaquables, on a, si vous voulez, à la cathode qui est moins, bien sûr. Et l'anode qui est plus. Alors, les électrodes attaquables, c'est l'argent et le cuivre qui se font attaquer facilement. Argent et cuivre. Donc à la cathode, qu'est-ce qu'on a? On a un dépôt de métal. Là aussi, c'est une purification. On peut faire une purification parce que si on... Voilà. Oui, ici il est attaquable. Hein, la cathode, je m'excuse. La cathode, il est attaquable. Donc ce qui veut dire que la cathode va être attaquée. C'est ce que ça veut dire. Donc elle va être mangée. Avec un dépôt de métal, bien sûr. Ça, c'est la cathode. Elle va être mangée. Non, je m'excuse, parce que c'est un dépôt. C'est un dépôt. Justement, on aura un dépôt. Elle ne va pas être attaquée, celle-là. Là, on a un dépôt. Ça va être, il va avoir tout des dépôts de métal. Il sera grossi, si vous voulez. Il sera grossi, grossièrement grossi. Si vous prenez l'épaisseur, il y en a un, il va être comme ceci, rempli de dépôts. Par contre, l'autre, il va être mangé. C'est l'anode. L'anode, elle sera... Voilà, l'anode, elle va être mangée. Celle qui va être attaquée. On va être dissous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on remarque bon, qui est l'anode, qui est la cathode. Hein. Dans une électrode attaquable, bon, qui est l'anode? Ben, celui qui sera mangé, c'est l'anode. C'est l'électrode qui sera mangée, c'est l'anode. Donc on reconnaît l'anode parce qu'il est mangé. Et la cathode parce qu'il est grossi. Et la cathode est négative pour les électrolyses. Hein.
Voilà. Alors, les électrolytes qui utilisent des électrolytes solubles trouvent une application, bien sûr, très importante dans le domaine, bien sûr, industriel. Ils servent, vous savez bien, très bien, les purifier les métaux. C'est ce qu'on appelle le principe de l'anode soluble. Anode soluble. Principe de l'anode soluble. Bon, ça veut dire que c'est des électrodes attaquables. Hein. Principe de l'anode soluble. Donc c'est l'anode qui va se dissoudre, si vous voulez. C'est le principe. Donc il faut... c'est celui-ci qui trouve son application industrielle de manière très importante. Alors on utilise un courant continu. On pourrait utiliser un courant alternatif. Hein. Le courant alternatif, ce qu'il y a, c'est qu'il change à chaque fois le pôle des électrodes à chaque alternance. Ce qui voudrait dire que on aurait des électrodes qui seraient dissous à une certaine alternance, puis à une autre, puis à une autre. Bon, la façon de dissolution ne serait pas la même que si on avait un courant complètement continu. Et les lois des électrolytes, bien sûr, vous comprendrez que c'est Q est égal à I fois T. Hein. Je n'invente rien. C'est comme dans le condensateur. Bon, c'est les lois de l'électrolyte, ce sont les lois de Faraday. C'est Q est égal à I fois T. Mais mis à une sauce, bien sûr, chimique, parce qu'il faut parler du nombre d'équivalents. Il faut parler du nombre d'équivalents. Donc c'est Q est égal à I fois T. Moi, en faisant intervenir, bien sûr, le nombre de Faraday que je vous ai expliqué tout à l'heure, que je vous ai calculé ici, que j'ai un petit peu eu du mal, parce que voilà, il est là, nombre de Faraday. En fait, quelque part, un Faraday, c'est 96. C'est parce que j'ai pas été précis dans mes calculs. Hein. Bon, j'ai mis 1,6, 1,6,02. Mais si vous le calculez avec plus de précision, vous allez, le nombre de Faraday, c'est un Faraday, c'est 96 500 coulombs. Ça, c'est un Faraday. Alors, le Faraday qui a donné le Farad, hein, l'unité, le Farad vient de lui, hein, de ce monsieur. Le Faraday a donné, on a donné l'unité, le Farad, provenant de monsieur Faraday. Et le Faraday est utilisé en chimie. Je vous dis, je vous ferai la démonstration, la démonstration pour vous montrer que, bon, que la masse déposée dépendra de la masse déposée à une électrode, le M. On peut faire des labos avec ça, hein, des laboratoires qui se font. Le M sera proportionnel, tout simplement, à la charge Q. Voilà, charge Q. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Elle sera proportionnelle à la charge Q. Et cette proportion, bien sûr, sera de nouveau proportionnelle K' à I, bien sûr, puisque Q c'est I fois T, elle sera proportionnelle à I fois T. Et là, ça dépendra si vous voulez, du système d'unité et surtout voilà, du système d'unité faisant intervenir les éléments chimiques, C'est-à-dire, bon, ça va faire intervenir donc le nombre d'équivalents de l'espèce chimique ou électrochimique. Voilà, mais ça c'est pour une autre vidéo. Je vous remercie.